Salut tout le monde, ravi de vous retrouver mes chers élèves de la deuxième année baccalauréat option SVT physique chimie dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude de la nature de l'information génétique dans sa partie 1. Vous savez tous qu'on a déjà vu que la transmission de l'information génétique chez des individus du même espèce, lorsqu'il y a une fécondation, il y a la formation de la cellule œuf, c'est-à-dire la fusion spermatozoïde-ovule, dans la cellule œuf qui subit une série de divisions cellulaires pour se transformer en embryon. Après l'embryon, il va donner le nouveau-né qui ressemble aux parents. La même chose pour les humains. Donc l'information génétique, il se transmet à travers les cellules par la division cellulaire. Dans cette introduction, on peut dire que après la fécondation, la cellule œuf se forme et subit une série de divisions cellulaires pour donner un individu qui ressemble aux parents. Il s'agit donc d'une transmission de l'information génétique à travers les cellules. Donc ici, on va poser trois grandes questions qui sont en relation avec le sujet de l'information génétique. La première, où se localise l'information génétique dans les cellules? La deuxième question, comment se fait la transmission et la conservation de l'information génétique d'une cellule à une autre? Et puis, troisièmement, quelle est la nature chimique de cette information génétique? On commence par la mise en évidence de la localisation de l'information génétique, qu'on va déterminer à partir d'une série d'expériences. Ici, par exemple, la première expérience a été faite sur l'amibe. L'amibe, c'est un être vivant, un protozoaire, c'est un être vivant unicellulaire. Donc la cellule de l'amibe contient un noyau. On a essayé de sectionner l'amibe de telle façon à séparer la partie nucléée contenant le noyau d'une partie non nucléée ne contenant pas le noyau. Ensuite, on a remarqué que la partie nucléée, c'est-à-dire contenant le noyau, peut subir une division pour donner deux nouveaux individus. Par contre, la partie qui ne contient pas le noyau, c'est-à-dire la partie non nucléée, il se dégénère et meurt. Donc, on peut déduire que le noyau, c'est le centre de la localisation de l'information génétique. La deuxième expérience, c'est une expérience qui a été faite sur des algues unicellulaires. L'Acetabularia, on a deux types, Acetabularia crenulata et l'Acetabularia méditerranéenne, sachant qu'ils sont différentes de caractère externe et que la partie inférieure, la partie basale, contient un noyau. Donc, on a essayé de sectionner à ce niveau chez les deux algues et on a essayé de échanger les noyaux, c'est-à-dire que le noyau de cette partie basale de la M, c'est-à-dire Acetabularia méditerranéenne, on l'a introduit dans la partie basale pour cette algue et le noyau de AC a été introduit dans la partie basale de l'autre algue. Après, on a remarqué que l'organe, plutôt l'espèce formée, c'est l'espèce en relation avec le noyau, c'est-à-dire que le noyau qui transmet l'information génétique. La même chose, le noyau de AC, même s'il est introduit dans le cytoplasme de la M, il donne des caractères génétiques de l'AC, c'est-à-dire que la localisation de l'information génétique se localise au niveau du noyau et pas dans les autres organites de la cellule. Une troisième expérience sur des êtres vivants, des animaux, c'est-à-dire pluricellulaires, l'expérience de Gurdon sur les xénopes, type de crapaud.
Regardez ici, on a essayé de prendre des ovules pour les xénopes verts. On a essayé d'irradier l'ovule, c'est-à-dire destruction du noyau. On obtient l'ovule énucléé, c'est-à-dire son noyau. Ensuite, on a pris les cellules intestinales de têtards albinos, c'est-à-dire une autre variété de crapauds. On a pris le noyau de ces cellules qu'on a introduit dans l'ovule de xénope vert. Après la division cellulaire, on a obtenu 30 xénopes albinos, c'est-à-dire la ressemblance au donneur du noyau, mais pas au donneur des autres parties de la cellule. C'est-à-dire que la localisation de l'information génétique se trouve au niveau du noyau. La conclusion chez les organismes unicellulaires et pluricellulaires, l'information génétique responsable de la transmission des caractères héréditaires est localisée dans le noyau des cellules. Maintenant, on va passer à la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. On va parler des étapes de la mitose. Donc, pour observer ces étapes de la mitose, sachant que la mitose, c'est la division cellulaire, on a essayé de prendre des cellules au niveau des racines d'oignons, sachant que ces racines, ils ont la capacité de subir une croissance rapide. On a essayé de voir au microscope et on vous demande ici de décrire la forme des noyaux dans les différentes étapes observées. Donc, regardez, au niveau de ces cellules, il y a une différence au niveau du noyau. Donc, on peut remarquer, constater qu'il y a 5 types d'étapes de la mitose. Par exemple, ici, une. La deuxième, elle est là. La troisième, à ce niveau. La quatrième. Et puis, la cinquième phase. C'est-à-dire que la division cellulaire, la mitose, se fait pendant des étapes, des phases différentes. À savoir que la première phase, c'est l'interphase. Donc, vous voyez la forme de la cellule. Ensuite, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Sachant que la prophase, métaphase, anaphase et télophase forment la mitose. Donc, essayez d'apprendre PMAT en ordre, c'est-à-dire P pour la prophase, métaphase, anaphase, télophase. Par contre, l'interphase ne fait pas partie de la mitose. Mais l'interphase plus la mitose forment ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Donc, on va essayer de décrire les différentes phases. On commence par la première phase, c'est l'interphase, c'est-à-dire la préparation avant la mitose. On a donc la cellule qui contient la membrane cytoplasmique, le cytoplasme avec un noyau à l'intérieur. Remarque ici qu'il y a un centrosome qui va se transformer en astère. Chez la cellule animale, par contre, ce centrosome n'existe pas chez les cellules végétales. La deuxième observation caractéristique pour les cellules en interphase, c'est-à-dire que le noyau contient des filaments d'ADN sous forme de chromatine et le noyau, il est entouré par une enveloppe nucléaire. Donc, la caractéristique la plus importante pour l'interphase, c'est-à-dire que le noyau contient la chromatine. Ensuite, on va entrer dans les étapes de la mitose. On commence par la prophase. On va essayer d'observer au niveau de la cellule animale et la cellule végétale et chercher les différences entre les deux. Ensuite, on va schématiser chaque cellule et donner les caractéristiques de cette phase. Donc, pour la cellule animale, regardez qu'il y a la transformation de la chromatine en chromosome. Dans le schéma ici, vous voyez qu'il y a la formation des chromosomes. Il y a la disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole.
alors que les deux astères migrent dans les deux pôles de la cellule. La cellule végétale, c'est la même chose, c'est-à-dire même transformation, même caractéristique, sauf que pour la cellule végétale, on n'a pas d'astère, mais on a ce qu'on appelle la calotte polaire. Donc, pour les caractéristiques de cette étape de la prophase, il y a la condensation de la chromatine. Donc, il se condense pour se transformer en chromosome. Chaque chromosome formé par deux chromatides liées par un centromère, qui est remarquable dans cette phase. La disparition de la membrane nucléaire et du nucléole. Et puis la migration des astères vers les pôles de la cellule. Et la formation de ce qu'on appelle le fuseau mitotique ou achromatique. Dans les deux cas. On passe à la deuxième phase de la mitose, c'est la métaphase, caractérisée par, vous voyez ici, les chromosomes qui sont attachés aux fibres chromosomiques, sachant qu'il y a des fibres chromosomiques et des fibres qui sont polaires. Et ces fibres, elles sont attachées aux chromosomes au niveau des centromères. Et puis, l'observation la plus importante dans cette métaphase, c'est que tous les chromosomes, ils sont alignés au niveau du plan équatorial, soit chez la cellule animale ou la cellule végétale. La troisième phase, c'est l'anaphase. Les caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a un clivage des centromères et la séparation des deux chromatides sœurs, et puis la migration de ces lots de chromosomes vers le pôle de la cellule mère, c'est-à-dire vers les astères pour la cellule animale, et vers la calotte polaire pour la cellule végétale. La dernière étape ou phase, c'est la télophase, caractérisée par la séparation des deux cellules filles par un étranglement équatorial chez la cellule animale, mais pour la cellule végétale, il y a la formation d'une nouvelle paroi. Et puis, il y a la condensation, plutôt la décondensation des chromosomes pour se transformer de nouveau à la chromatine, et puis la formation d'une membrane nucléaire, la séparation des deux cellules filles, ce qu'on appelle le phénomène de cytodiérèse, ici par un étranglement équatorial qui caractérise les cellules animales. Et puis pour la cellule végétale, il y a la formation d'une nouvelle paroi et finalement la séparation pour donner deux cellules filles qui sont identiques comme résultat de la mitose. Deuxièmement, on parle de ce qu'on appelle la notion de cellule, plutôt de cycle cellulaire. On a déjà dit que le cycle cellulaire il est formé par l'interphase comme une phase de préparation pour entrer dans la mitose contenant 4 phases. Sachant que l'interphase est formée par 3 autres étapes, G1, S et G2. Ce sont des phases de préparation de la cellule où il y a la première phase, c'est la phase de croissance, la première phase de croissance, et puis S, c'est la phase de synthèse caractérisée par un dédoublement au niveau de l'ADN, et puis la phase G2, c'est la phase de croissance, la deuxième phase de croissance. Ensuite, la cellule entre dans la mitose pour se terminer par une cytosénèse, c'est-à-dire donner 2 cellules filles qui sont identiques. Donc, on va focaliser l'étude sur l'aspect des chromosomes pendant le cycle cellulaire, sachant que si l'interphase, on a dit qu'il est formé par 3 étapes. G1, en anglais, graph, c'est la croissance, c'est pour ça qu'on met G, donc c'est la première phase de croissance. Ensuite, S, c'est la phase de synthèse ou la phase de dédoublement d'ADN. On va voir
ça en détail dans le prochain cours. Et puis la G2, c'est la deuxième phase de croissance. Donc ces trois étapes forment l'interface pour entrer dans la mitose. Vous voyez, MAT, c'est-à-dire les 4 phases de la mitose pour donner finalement 2 cellules identiques. Et chaque cellule va subir à nouveau les mêmes étapes G1, S et G2 pour entrer dans une nouvelle mitose. Ensuite, on va passer à la nature chimique du matériel génétique. Et pour déterminer cette nature, on doit faire des expériences, analyse des expériences, pour mettre en évidence la nature chimique du matériel génétique. La première expérience, qui a été faite par Griffith en 1921, il a essayé de faire des expériences sur des bactéries responsables de la pneumonie, sur le pneumocoque, qu'on trouve dans la nature sous deux formes. Deux formes. La première forme qui contient la capsule, donc c'est la forme virulente qui est responsable de la maladie. La deuxième forme, pneumocoque R, rough en anglais, sans capsule, rugueuse, c'est-à-dire que c'est une forme non virulente. Donc la virulence réside au niveau de la présence de la capsule. Griffith il a essayé d'injecter ces différentes bactéries aux souris. La première expérience, on injecte le type de pneumocoque S, c'est-à-dire avec capsule, c'est la forme virulente, aux souris. Le résultat, c'est la mort. Lorsqu'on essaie de faire l'analyse du sang, on trouve qu'il y a la forme S vivante, c'est-à-dire que cette forme, elle est virulente, c'est elle qui est responsable de la mort de la souris. La deuxième expérience, on utilise la deuxième forme, c'est-à-dire cette forme qui ne contient pas de capsule, c'est une forme R. L'injection de cette forme, donc la survie de la souris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas absence de tout pneumocoque, c'est-à-dire que ce type de bactérie R qui ne contient pas de capsule, c'est une forme non virulente, c'est-à-dire qu'il ne peut pas agir sur le corps de la souris. La troisième expérience, on a essayé d'utiliser la forme virulente, c'est-à-dire S, la forme lisse. On l'a détruit et puis on l'a injecté. Le résultat, c'est que la survie de la souris. Et lorsqu'on a fait l'analyse du sang, on a trouvé qu'il y a l'absence des pneumocoques au niveau du sang. C'est-à-dire que cette partie, c'est-à-dire la capsule, c'est la partie virulente responsable de la mort. Elle est détruite, donc pas de mort. Mais la quatrième expérience, on a essayé d'injecter à la fois les S tués, comme ici, plus la forme R vivante, qui est non virulente. Et après l'injection, on a remarqué qu'il y a la mort. Mais lorsqu'on a fait l'analyse du sang, on a trouvé que les S sont vivantes, c'est-à-dire que la forme R qui est vivante se transforme en forme virulente S. Donc on peut déduire que cette forme S tuée contient des substances qui ont été transmises à la forme R pour se transformer en forme virulente. Donc on vous demande ici de faire l'analyse, on essaie de faire l'analyse et la conclusion à partir de chaque expérience. On a dit pour la première expérience, la conclusion c'est que la forme S c'est la forme virulente responsable de la mort. La deuxième expérience c'est que la forme R sans capsule c'est une forme qui n'agit pas sur le corps. La troisième expérience, c'est lorsqu'on tue la forme virulente, il n'y a pas de danger sur le corps. La quatrième expérience, il montre qu'il y a une transmission des substances à partir de la forme virulente, même s'il est tué, c'est-à-dire que ces substances n'ont pas tué, ce sont des molécules qui sont transmises vers la forme non virulente R. Et cette forme R vivante se transforme en forme virulente S qui a tué la souris.
Que peut-on déduire? Donc, Griffith il a déduit qu'il y a une transformation d'une substance à partir de la forme S tuée vers la forme R. Cette substance, peut-être, on va la déterminer à partir des autres expériences. Donc ici, le résultat, la conclusion à partir de chaque expérience. Première expérience, la souche S est virulente, donc c'est elle qui a tué l'animal. La deuxième expérience, ça veut dire que la souche R sans capsule n'est pas virulente. La troisième, la destruction de la capsule rend la souche non virulente, c'est-à-dire que la virulence réside au niveau de la capsule. La quatrième expérience, il montre que, en présence de S tués, les pneumocoques R vivantes se transforment en pneumocoques S vivantes. Donc, la conclusion que peut déduire à partir de toutes ces expériences par Griffith, c'est que les bactéries S tuées ont transmis une substance aux bactéries R pour les rendre virulentes. Il a appelé un facteur ou le principe transformant qu'on va déterminer à partir des expériences suivantes qui ont été faites par un groupe de chercheurs américains en 1944, Avery, McLeod et McCarthy. La figure, donc ici vous voyez l'expérience, ces chercheurs, ils ont essayé d'extraire des extraits cytoplasmiques du pneumocoque tué. Donc, on extrait les protéines, l'ADN et l'ARN à ce niveau. On a essayé de retirer les lipides, les glucides de l'extrait. Donc, on a laissé uniquement protéines, ADN et ARN pour voir la molécule responsable de la virulence. Donc, on a essayé de prendre une partie sur laquelle on a utilisé la protéase. Ensuite, on a injecté la bactérie R. Et après l'injection de la bactérie, il y a la mort de la souris. Donc, la deuxième expérience, on a essayé d'utiliser, donc vous voyez ici, la protéase, c'est-à-dire la destruction des protéines. Et malgré la destruction des protéines, c'est-à-dire que les protéines n'interviennent pas dans la virulence de cette bactérie. Deuxième expérience, on a utilisé ribonucléase, c'est-à-dire qu'on a détruit l'ARN, on a ajouté la bactérie R, donc la mort, c'est-à-dire que la ribonucléase n'est pas responsable de la virulence, c'est-à-dire qu'il n'est pas transmis vers la bactérie R. Par contre, dans la dernière expérience des oxyribonucléases, c'est-à-dire l'enzyme responsable de la destruction de l'ADN, on a ajouté la bactérie R. Ensuite, après l'injection, la survie de la souris, c'est-à-dire que c'est l'ADN qui est responsable, donc c'est la substance qui a été transmise vers la bactérie R qui l'a transformée en une bactérie qui est virulente. C'est pour ça que pour la troisième expérience, lorsqu'on a détruit l'ADN, il n'y a pas de transformation de la bactérie R en bactérie S. Par contre, pour la protéase, destruction de la protéase et de la ribonucléase, c'est-à-dire des protéines et de l'ARN, ils ont montré que ces deux molécules ne sont pas responsables de la transformation, de la transmission génétique, mais uniquement c'est l'ADN qui est responsable. Donc, en expliquant ces données, déduisez la nature chimique de l'information génétique à partir de ces expériences, on peut déduire que l'information génétique se localise au niveau de l'ADN, c'est-à-dire la molécule responsable de cette transformation, de cette transmission génétique, c'est l'ADN. Et puis, le schéma montrant cette transmission que Griffith a essayé d'expliquer par une hypothèse. Donc ici, on a la bactérie S vivante. Par la chaleur, on a essayé de détruire tous les composants de cette bactérie. Et vous voyez, l'ADN c'est un filament d'ADN pour la bactérie.
À l'extérieur, il y a la capsule, c'est la protéine virulente. Et on a pris ce fragment S, vous voyez ici, pour l'ADN, qu'on a introduit chez la bactérie vivante R qui n'est pas virulente. Donc, juste cette partie sera intégrée au niveau du génome, au niveau de l'ADN de R, et elle sera responsable de la transformation de cette bactérie R en bactérie S qui est virulente, c'est-à-dire que cette partie de l'ADN, elle est responsable de la formation de la capsule pour rendre la bactérie très virulente. Donc à partir de cette expérience, on essaye de schématiser la localisation de l'information génétique entre l'ADN et la formation du caractère de virulence ici. Dans ce cas, il s'agit de la formation de la capsule. Donc, en déduction, l'information génétique est située au niveau des molécules de l'ADN. Je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.